L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Upper East Side, New York. Non loin de nous, le magnifique, le gigantesque Central Park qui se réveille. Il fait un froid glacial. Partout dans les rues, les guirlandes lumineuses rappellent que les fêtes de Noël seront bientôt là. Le vent frigorifiant s'infiltre entre les immeubles parmi les plus chers du pays. Rien d'inhabituel ne se passe jamais dans ce quartier. Rupert Murdoch, Spike Lee, Madonna. L'Upper East Side est un nid à stars. Elles aiment ce coin de Manhattan pour son incroyable cachet et pour sa tranquillité. Non, rien ne semble pouvoir bousculer l'ordre des choses ici. Le soleil qui se lève au loin annonce une nouvelle journée bien tranquille. Pourtant, tout le monde se trompe. En un instant, sur Lexington Avenue, c'est la cohue la plus totale. Le FBI, des agents par dizaines s'infiltrent. Ils viennent cueillir quelqu'un. Le gars qu'on s'apprête à arrêter, là, chez lui, n'est autre que l'un des financiers parmi les plus en vue du monde. Et pourtant, pour bon nombre de personnes, il est un parfait inconnu. Son nom, Bernard Madoff. Nous sommes le 11 décembre 2008. Il est un peu plus de 8h30. Et c'est l'heure H de mon histoire. L'apparente tranquillité de ce quartier chic de la Grosse Pomme n'est qu'une façade qui, depuis déjà des mois, craque sous le poids de l'angoisse et du malheur. Une crise financière monstrueuse a englouti des fortunes. Personne n'est ressorti indemne du choc. Classe populaire, personnalités, traders, c'est même les plus grosses banques mondiales. Toutes et tous ne cessent d'avoir des sueurs froides depuis le krach de la rentrée 2008. Il y en a un qui, au milieu du marasme, exprime néanmoins la plus grande tranquillité. C'est Bernard Madoff. Cet homme à la fortune colossale est une star de Wall Street depuis le début des années 90. Il n'empêche, il est globalement un inconnu. Même certains de ses clients ne l'ont jamais vu. Dans tout ce qu'on sait, c'est qu'il est à la tête d'un club très fermé qui propose un fonds d'investissement avec des rendements très élevés. C'est bien simple. Le seul qui surnage alors que les autres s'effondrent, c'est Bernie. Et pourtant, ce matin, c'est bien vers son magnifique appartement que se dirigent les agents du FBI. L'agent Theodore Cacioppi est un homme de terrain. Voilà des années qu'il bosse au cœur de New York, le sigle FBI plaqué dans le dos. Ce matin, c'est à lui que revient la mission d'arrêter Madoff, si cela s'avère nécessaire. Et à ce stade, rien ne dit qu'il va falloir le faire. Cacioppi est méfiant. Tout est parti d'un signalement reçu hier via des avocats. Ceux des fils de Madoff. Étonnant, non? L'affaire paraît tellement énorme que certains agents fédéraux n'y ont pas cru. Il n'empêche, il faut se rendre sur place et demander des explications à l'as de Wall Street. Dans l'ascenseur, alors que les chiffres des étages défilent comme dans un mauvais film à suspense, l'agent Cacioppi n'en croit pas ses yeux. Tout ici respire le luxe. Dans le contexte économique actuel, ça lui paraît franchement indécent. Quelques instants plus tard, il est tiré de sa rêverie par la petite sonnerie qui indique qu'il se trouve sur le bon palier. Bernard Madoff les attend sur le pas de sa porte. C'est un homme petit, les cheveux grisonnants plaqués vers l'arrière. Il porte de grosses montures noires et un costume agrémenté d'une cravate sombre, impeccablement nouée. Sans attendre, l'agent du FBI s'empresse de le questionner. « Monsieur Madoff,
Nous sommes ici pour voir s'il y a une explication innocente au signalement que nous avons reçu. Le financier ne demande pas de contexte. Il sait bien de quoi il s'agit. Sa réponse lapidaire va mettre le feu aux poudres. D'explication innocente? Non, il n'y en a pas. Cacioppi, naïvement, ne s'attendait pas à une telle transparence. L'espace d'un instant, il est sonné. Serait-ce des aveux formulés là, sur le pas de la porte? En tous les cas, l'agent fédéral n'a plus le choix. Il faut contacter le procureur adjoint, et vite. Une sonnerie, puis deux. Le magistrat décroche juste avant que son répondeur ne s'active. L'agent lui livre les mots de Madoff, tels qu'ils ont été prononcés. Silence, à l'autre bout du fil. La torpeur qui s'installe en quelques secondes semble durer des heures. L'adjoint du procureur sait pertinemment qu'il n'a pas le choix. Agent Cacioppi, je vous demande d'arrêter M. Madoff sur le champ. Le destin financier de l'Amérique, plus encore, celui de bien des grandes fortunes mondiales, vient de basculer en un claquement de doigts. La planète s'apprête à découvrir dans quelques heures le visage d'un monstre, Bernard Madoff. Cette affaire est un drame à tous les étages, une tragédie moderne qui se chiffre à plus de 65 milliards de dollars. Bienvenue au cœur de l'empire où les dorures ne sont que mensonges, entre séduction et persuasion. Nous voilà embarqués dans le système Madoff. Avant de nous jeter dans la gueule du loup, un peu de contexte. Tout commence par l'éclatement d'une bulle spéculative, celle des subprimes. Au début du nouveau millénaire, les États-Unis, portés par une croissance économique forte et stable, ouvrent la possibilité à des ménages populaires d'accéder à la propriété. Le tout grâce à des taux d'intérêt faibles. Les banques qui leur prêtent de l'argent à ce moment-là passent par un système de titrisation. C'est le moyen pour elles de regrouper les créances et de les vendre dans le monde entier à différents investisseurs. Le système tourne bien pendant plusieurs années, mais cela ne dure pas. Dès 2006, l'économie américaine connaît des difficultés croissantes. Le système est mis en péril par deux facteurs. Premièrement, les taux d'intérêt augmentent et avec eux, le montant des mensualités des prêts. Ces derniers ne sont pas accordés à taux fixe. Deuxièmement, le prix des logements baisse drastiquement en quelques mois. Ainsi, les emprunteurs qui voulaient vendre leur maison afin de rembourser leurs dettes ne peuvent pas le faire, ou alors à perte. Très vite, c'est le défaut de paiement. Ce phénomène qui se généralise va provoquer une grave crise de liquidité sur le marché boursier. La volatilité de la bourse, conjuguée aux facteurs que je viens d'évoquer, provoque l'éclatement de la bulle. C'est le déclenchement, en 2008, de la crise des subprimes. 15 septembre 2008, choc mondial. La 4e plus grande banque d'investissement du pays s'écroule. Lehman Brothers dépose le bilan. C'est la plus importante faillite de l'histoire des États-Unis. Des centaines de milliards d'actifs participent à l'aggravation de la crise. L'économie mondiale entre en récession. Les investisseurs veulent récupérer leur mise. Toutes les structures financières, tous les gestionnaires de fonds sont attaqués par ce phénomène qui se globalise. La crise de confiance ne cesse de creuser le fossé d'une situation qui semble impossible à stopper. Entre titrisation poussée à l'extrême et attribution de prêts risqués, la vie de millions de personnes bascule en l'espace de quelques semaines. Ils seront nombreux à en subir les frais et à plonger dans la précarité la plus totale pour les plus modestes des épargnants. Mais ce n'est pas tout. C'est tout le système qui s'effondre.
et qui emporte de grandes institutions vers la banqueroute. Lehman Brothers en tête. Et l'homme qui valait plusieurs dizaines de milliards, Bernard Madoff, ne va pas échapper à la règle. Dès le début de sa carrière, dès les premiers temps de sa réussite, Bernard Madoff est un ovni à Wall Street. Ceux qui tiennent les cordons de la bourse et qui s'amusent à spéculer sur une montagne d'argent sans cesse plus importante ont souvent le même profil. Ils viennent de milieux aisés qui ont pu leur offrir les diplômes les plus brillants. Bernie, lui, est un gamin des milieux populaires, descendant d'immigrés juifs européens. Il s'est fait avec ses mains et avec sa tête. Né en 1938, dans le Queens, il a développé très tôt une capacité à entreprendre. Il enchaîne les petits boulots, notamment celui de maître nageur à Long Beach, afin d'accumuler un petit pactole. Malgré un diplôme en sciences politiques qu'il décroche en 1960, il abandonne la suite de son cursus. C'est la même année que ses petits boulots lui permettent de lancer sa carrière de financier. Avec $5 000, il fonde son entreprise de placement. Il a alors 22 ans. Bien. Jusqu'ici, rien de suspect. Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC, est une petite structure qui permet à ses clients de profiter de trading d'actions à bas prix. Ce procédé, plus connu sous le nom de penny stocks, permet d'obtenir un retour sur investissement qui peut s'avérer payant, à la condition que votre conseiller en placement soit un gars avec de bonnes intuitions. Bernard s'est marié en 1959 avec Ruth, et pour l'entrepreneur autodidacte, ce mariage d'amour va se transformer en véritable opportunité de business. La bonne aubaine ? Son beau-père est un comptable assez influent et respecté. Cela lui permet d'attirer ses premiers clients fidèles. Durant toute la décennie 1960, Madoff va faire grossir son affaire, notamment parce qu'il dispose d'une vision originale, unique. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à le qualifier de visionnaire. Introduit par ses connaissances et surtout par son beau-père, Bernie Madoff devient petit à petit l'un des membres les plus influents de Wall Street. À compter de 1990, lorsqu'il devient président non exécutif du Nasdaq, son coup d'œil et sa politique sont loués partout dans le quartier des affaires à New York. Insaisissable, discrète, sa parole est précieuse. Et écoutez, sous sa présidence, le Nasdaq bascule dans une nouvelle ère, celle de l'informatique. Les transactions se font dorénavant via des serveurs. Il devient le plus vaste marché financier d'actions électroniques au monde. En somme, Madoff est celui qui permet à l'institution de se moderniser. Pour imager au mieux le développement de l'empire Madoff, il faut se rendre à Turtle Bay, au numéro 885 de la 3e avenue. Le Lipstick Building est l'un des symboles les plus éloquents de la puissance du monde de la finance new-yorkaise. 34 étages, près de 140 mètres de haut, une forme unique en son genre. L'immeuble trône sur la grosse pomme depuis la fin des années 80. Bernard Madoff y installe ses bureaux en 1993, lorsqu'il quitte le Nasdaq. Ces locaux sont le miroir de sa réussite, l'un des instruments de sa prise de pouvoir, de la confiance qu'il renvoie aux investisseurs. Un homme qui travaille là ne peut être que fiable et honnête. Son cabinet de trading et ses fonds d'investissement
sont des machines tellement bien huilées que rien ne semble suspect, absolument rien. Madoff engrange toujours plus d'argent. En 1996, il devient membre du Palm Beach Country Club et s'ouvre de nouvelles portes. Cette organisation, on ne peut plus particulière, dispose d'un ticket d'entrée à 400 000 $, rien que ça. Cet organe philanthrope est un formidable vecteur d'inclusion et de développement pour Madoff. Avec cette appartenance, il s'ouvre toutes les portes des portefeuilles les plus garnis de Floride. Ah, Bernard est intelligent, brillant même. Son air bonhomme et ses manières amicales attirent confiance et sympathie. Son entreprise de trading grossit tellement qu'elle attire des stars du showbiz et du milieu financier, qui lui servent pour son fonds d'investissement développé discrètement en parallèle. Sans cesse, c'est la course au plus haut rendement qui est recherchée. La promesse des retombées alléchantes convainc les plus sceptiques des investisseurs. Madoff promet un retour sur investissement qui dépasse les 10%. Afin d'attirer de nouveaux clients pour son fonds, il arpente les quartiers chics de Palm Beach. Ce lieu est extrêmement prisé par les financiers de Wall Street et plus encore, par la communauté juive américaine qui lui fait totalement confiance. Madoff est tellement bien introduit que son surnom, Uncle Bernie, lui permet d'avoir accès à tous les palaces et à toutes les fêtes de la bonne société floridienne. C'est là qu'il lève le plus d'argent. Rapidement, notre homme n'a même plus besoin de faire sa pub. Le bouche à oreille fonctionne parfaitement et permet à l'argent d'affluer jusqu'à lui. Sur les cours de golf, dans les fêtes, le long des plages de sable fin, tous ces investisseurs font sa publicité auprès d'autres. Rencontrer Bernie et intégrer son fonds de placement devient bientôt un privilège recherché. Les services qu'il propose sont exclusifs et, de ce fait, permettent à ses clients de se sentir on ne peut plus importants. Le privilège, chez Madoff, est un filet. Le fonds Madoff ne paraît pas suspect pour ces gens fortunés, et la popularité de Bernie devient exponentielle. C'est d'autant plus le cas que celles et ceux qui veulent récupérer leur argent peuvent le faire facilement, prenant au passage des intérêts absolument astronomiques. Sa société de trading bascule dans une autre dimension. Rapidement, près de 200 employés participent à son développement. Le fonds d'investissement géré en parallèle est plus discret, plus secret. Madoff trie sur le volet celles et ceux qui peuvent y investir. Sa fortune personnelle est telle qu'il collectionne des propriétés dans le monde entier. Au début des années 2000, elle s'élève à plus de 800 millions de $. Lorsqu'on parle de Madoff, c'est pour évoquer son sérieux, son incroyable réussite et plus encore, sa probité. Les choses vont continuer ainsi des dizaines d'années, plus de 20 ans, avant que l'engrenage infernal ne se déclenche. En cause, la crise de 2008, le plus grand séisme subi par Wall Street dans son histoire. Et puis vient la matinée du 11 décembre, celle qui, en un claquement de doigts, fait tout basculer. Dans ce contexte incertain et volatile, l'arrestation de Madoff interpelle d'emblée la presse et les investisseurs, petits et gros, qui ont tout misé chez lui. Et il y a de quoi. Ils sont pas au bout de leur surprise. Rapidement, tous ne veulent qu'une chose, la peau de Bernard Madoff. Pourquoi ? Vous allez le comprendre. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 10 décembre 2008, à New York. C'est un Bernard Madoff aux abois que nous retrouvons. Il est en compagnie de sa famille, sa femme et ses 2 fils, chez lui, dans son magnifique penthouse. Nous sommes la veille de son arrestation tonitruante, et le moins que l'on puisse dire, c'est que quelque chose cloche. Dans sa posture, dans le timbre de sa voix aussi qui semble éteint. Ses fils sont des habitués du monde de la finance. Ils travaillent d'ailleurs pour sa société de trading. Interloqués, les 2 jeunes hommes se regardent. Ils n'ont jamais vu leur père dans cet état. Lui qui, d'accoutumé, est sans cesse moteur dans les discussions et les choix, lui qui, mieux que quiconque, semble comprendre l'univers de la bourse, lui qui, enfin, est l'un des seuls à surnager dans cette crise sans précédent, semble perdu. Et pour cause. Dans ce silence assourdissant, il s'apprête à leur avouer une vérité impensable. Les jambes croisées dans un fauteuil de cuir, ses fils et sa femme en face de lui, Bernard Madoff a les mains jointes. Lorsqu'il ouvre la bouche, ses interlocuteurs ont l'impression qu'il s'apprête à sauter dans le vide. Parfois, la vérité peut donner le vertige. Le fonds d'investissement, c'est une fraude. Il n'y a pas d'investissement. En face de lui, ses fils esquissent un sourire gêné. Marc, l'aîné, prend la parole le premier. « Mais de quoi tu parles ? Bien entendu qu'il y a des investissements. Ils sont sur tous les bilans. » Andrew, le cadet, a sitôt fait de le rejoindre. « J'ai vu les factures. Alors c'est quoi ton problème ?» En face d'eux, les yeux tournés vers ses chaussures, Madoff répond en boucle la même chose. Ce sont des faux. Je les ai fabriqués. Sentant que ses enfants et sa femme ne semblent pas convaincus, Bernard enfonce le clou. Tout est faux. Tout ça, c'est qu'une énorme pyramide de Ponzi. Sa femme, confuse, demande avec empressement ce que c'est, cette fameuse pyramide de Ponzi. En quelques phrases, Bernard Madoff dévoile l'arnaque du siècle. J'ai pris de l'argent à certaines personnes pour le donner à d'autres. Et maintenant, il reste plus rien. Je suppose qu'il y avait 50 milliards de dollars, mais il n'y a plus rien. Tout est parti. En un instant, leur vie bascule. Les fils de Madoff savaient-ils que leur père était à la tête d'un inconcevable système frauduleux, ou, comme ils n'auront de cesse de l'affirmer par la suite, c'est le 10 décembre 2008 que la vérité leur fut révélée. Andrew, abasourdi, se lève et s'éclipse. Il est suivi par son frère, Marc, blanc comme un linge. « Qu'est-ce que tu vas faire, frangin ?» À l'autre de répondre, les yeux dans le vague, « Il ne reste qu'une chose à faire, appeler nos avocats. » Pour Bernard Madoff, cette confession sonne le glas de sa carrière d'escroc. Tout est terminé. Ce qui ouvre par là même une ahurissante boîte de Pandore. La déflagration est telle qu'elle provoque un tsunami, en premier lieu familial, puis très vite mondial. Pourtant, alors que la crise des subprimes bat son plein, que le monde boursier s'effondre, Bernie Madoff va se tirer d'affaire l'espace de quelques mois. Il est l'exception au milieu du chaos. Son rendement, toujours positif, attire l'œil de ses investisseurs. Ces derniers ont pour la plupart perdu beaucoup dans leurs autres placements. Il faut donc qu'ils récupèrent du cash. À court d'options, ils demandent presque tous à pouvoir reprendre l'argent qu'ils ont confié chez Bernie. Début novembre, le génie de la finance se trouve sous tension. Il doit rendre à ses clients, accrochez-vous, un peu plus de 7 milliards de dollars. Le plus grand fonds d'investissement au monde s'écroule comme un château de cartes.
Arrêté au petit matin du 11 décembre 2008 à son domicile, balancé par les avocats de ses fils, Madoff est emmené dans les locaux du FBI pour y être interrogé. D'emblée, les agents cherchent à connaître la vérité. Elle leur est servie sur un plateau. Bernie se met à table, sans se faire prier. Il n'a jamais investi l'argent de ses clients. Il l'a détourné. Il devient l'incarnation d'un mal discret qui régule les vies autant qu'elle peut les détruire. L'ancien virtuose devient ce que le monde de la finance peut faire de pire. Il ne se défend pas. Au lieu de ça, il avoue tout, dès ses premières minutes passées devant les agents fédéraux. C'est l'escalade. Le jour même de ses aveux, remis en liberté conditionnelle, Madoff se fait bousculer par la presse. Lui, l'inconnu du grand public, devient le vecteur de toutes les haines, alors que la crise, depuis des mois, ne cesse de faire plus de dégâts. Des rumeurs circulaient déjà depuis des années sur la légalité des pratiques de Madoff. Au pire des cas, ses clients avisés craignent un délit d'initié. La réalité est hélas tout autre. Dans les milieux aisés de Palm Beach et de Long Island, le 11 décembre 2008 est considéré comme l'une des pires journées de l'histoire. Certaines victimes racontent que les sonneries de téléphones portables ont fusé dans les restaurants et sur les plages. Cris d'effroi et colère noire se sont succédés. Chaque fois, des millions de dollars de pertes sèches. Car oui, cela paraît dingue, mais celui qu'on surnommait Uncle Bernie n'est finalement qu'un sombre escroc. La fraude financière est tentaculaire. Elle anéantit des vies entières. Au moment de sa chute, Bernard Madoff brassait aux alentours de 65 milliards de dollars. À Wall Street, c'est le choc. Considéré comme le magicien de la place, il laisse des centaines de personnes totalement pantoises, éberluées. Il s'est dissimulé derrière un système caché. Ses activités de trading étaient parfaitement légales, au contraire de son fonds de placement, qui est à l'origine de la pyramide frauduleuse. La couverture des activités de Madoff est rodée. 188 de ses employés travaillent pour la face visible de l'iceberg et les activités légales. 12 seulement ont la charge de ce qui touche à l'illégal, dans des locaux plus discrets. C'est ce qui explique en partie le fait que ce fonds d'investissement spéculatif ait été si exclusif. Bernard Madoff a avoué la supercherie financière la plus élaborée de l'histoire. L'instruction qui s'ouvre va provoquer de nombreux remous. Il aura la charge de comprendre comment cet homme a pu monter de toutes pièces ce système frauduleux. Et vous pouvez me croire, il y a de quoi tomber de sa chaise. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes le 12 mars 2009, 3 mois qu'une chape de plomb est tombée sur la tête du monde entier et que Bernard Madoff a avoué une fraude comme l'histoire américaine en a rarement vu. Aujourd'hui, l'escroc est présenté devant un juge du tribunal fédéral de New York. Lui sont reprochés 11 chefs d'accusation, plus graves les uns que les autres. L'enjeu est de taille. Malgré ses aveux au FBI, Madoff est en droit de plaider non coupable et donc de vivre un procès qui s'annonce on ne peut plus explosif. La pression est à son comble dans la salle d'audience. Le crépitement des flashs autant que l'immobilisme de la scène confèrent au moment une tension extrêmement élevée. Bernie Madoff, les yeux dans le vague, attend qu'on lui donne la parole. D'un air sévère, le juge toise le prévenu. La situation dans le pays est toujours aussi catastrophique et la crise financière
bien qu'il y soit étranger, est incarné dans l'opinion par un homme, Bernard Madoff. Lorsqu'elle s'est saisie de son cas, la presse l'a vilipendé à la hauteur de ses méfaits. Dans les rues de New York, on le surnomme même le Joker. La une de presse, qui le grime avec le maquillage de l'anti-héros de Batman, est devenue si célèbre qu'elle a été écoulée en quelques heures. Les Américains veulent des réponses, tout comme les victimes de son système pyramidal. Va-t-il plaider non coupable et offrir sur un plateau un procès à l'opinion? Le juge, solennellement, lui pose la question. En un mot, Bernard Madoff se charge de réduire à néant les aspirations de celles et ceux qui voulaient le voir se défendre devant une cour de justice. Coupable. Le juge acte la décision. Son coup de marteau entérine le choix de l'accusé. De procès, il n'y aura pas. L'escroc, après ses aveux au FBI, plaide donc coupable des 11 chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Aux États-Unis, cela signifie une chose plus que tout autre. Il n'y aura pas de procès. Seulement une audience de condamnation qui, dans le cas de Madoff, se tient le 29 juin 2009, soit moins d'1 an après son arrestation. Le juge qui lui fait face, Denis Chin, est intransigeant. Malgré les regrets affichés par le prévenu, la sentence est lourde, très lourde. Le criminel est condamné à une peine de 150 ans de prison. Il finira donc son existence derrière les barreaux. Malgré sa mise en détention, bien des aspects de l'affaire ne peuvent être creusés. Comment comprendre l'une des plus grandes fraudes de l'histoire sans un moment judiciaire comme seul un procès peut offrir? Sans cela, la justice ne peut pas établir les complicités inhérentes à l'arnaque, ni même creuser le système Madoff pour mieux le décortiquer. Au-delà de son seul rôle, ce sont les sociétés d'investissement avec lesquelles Madoff a travaillé qui sont à pointer du doigt. Savait-elle que tout le système n'était qu'une vaste supercherie? Pour certaines d'entre elles, peut-être bien. À ce stade, une question parmi toutes les autres demeure. Qui est vraiment Bernard Madoff? Le premier des éléments à mettre en exergue lorsqu'on évoque sa personnalité, c'est sa capacité à manipuler les gens qui lui font face, de manière extraordinaire. En rendant ses interlocuteurs spéciaux, privilégiés, Bernie attire à lui toujours plus d'argent et toujours plus de grandes fortunes. Chaque fois que son système manque d'être découvert, c'est notamment le cas en 2004, il se permet de mettre en avant sa prétendue probité devant les instances, sans jamais se démonter. D'autres alertes ont été ignorées. La première en 2001, lorsqu'une journaliste publie un article faisant référence à un probable délit d'initié en épluchant les rendements exceptionnels de Madoff. Son travail reste lettre morte. Le fraudeur a mis en place son piège en arnaquant des gens qu'il connaît en premier chef. Amis, membres de la communauté juive et même sa propre famille. Tout le monde y passe. C'est sa grande force. Il est capable de convaincre celles et ceux qui sont les plus proches de lui. Nous l'avons vu. C'est notamment le cas à Palm Beach. Cette proximité des investisseurs n'est pas un détail à prendre à la légère, bien au contraire. C'est, là encore, une technique de manipulation rodée. En laissant croire à ses victimes qu'une prise de contact avec lui valait de l'or, Madoff les rendait spéciales. Assez pour qu'elles n'hésitent pas longtemps, pour la plupart, à placer chez lui des sommes astronomiques. À Palm Beach, beaucoup rêvent de rentrer dans le fonds Madoff. Il intègre dans son cercle de nombreuses veuves qui n'ont pas envie de gérer directement leur fortune. Mal l'en a pris. Certaines de ses victimes ont perdu des centaines de millions de dollars.
Il faut dire que, hormis les membres de son club de Floride et les initiés de Wall Street, Madoff n'était qu'un nom, une réputation. Assez peu de ses victimes avaient eu l'occasion de le rencontrer directement. Si Bernard Madoff est l'un des plus grands criminels de l'histoire financière mondiale, c'est parce que son escroquerie repose sur un système bien connu. Nous en avons déjà parlé. La fameuse pyramide de Ponzi. Ce nom fait référence à l'homme qui a développé cette arnaque pour la première fois dans les années 20. À l'époque, Ponzi, sorti de nulle part à Boston, ouvre une société financière en promettant des intérêts mirobolants à ses clients. Il ne tarde pas à connaître un véritable succès, avec entre les mains la somme colossale de 10 millions de dollars. Mais tout n'est qu'un château de cartes. Avec l'argent nouvellement arrivé, Ponzi rémunère ses anciens clients. Tout s'écroule donc lorsque les nouveaux fonds ne peuvent plus couvrir les dividendes des clients déjà présents dans la boucle. Patatras. Ponzi se retrouve en prison, mais fera des émules. Le plus célèbre d'entre eux, Bernard Madoff. Au crépuscule de cette affaire, une question demeure. Quelle était la véritable motivation de l'un des plus grands imposteurs du monde de la finance? L'appât du gain? Oui, certainement. Mais ce serait trop réducteur de le résumer ainsi. Il y avait dans les agissements du banquier quelque chose qui relève du jeu. Du sadisme aussi. Du plaisir. Le criminel a certainement dû en prendre. Et dans cet univers du show permanent qui est le nôtre aujourd'hui, il a su se démarquer. Pour devenir un roi. Enfin, que dis-je? Non, un empereur de l'arnaque. C'est un manipulateur qui a su manœuvrer les gens avec brio pour arriver à ses fins. Il n'a pas eu d'égal. Il en a profité pour faire des ravages. L'instruction a permis d'identifier un nombre délirant de plus de 64 000 victimes. Parmi elles, des personnes issues de la classe populaire qui ont perdu toutes leurs économies, mais aussi de grandes fortunes. Notamment celles de familles aristocratiques européennes ou de stars du showbiz. Spielberg, Bettencourt ou Malkovich savent très bien de quoi je parle. Mais c'est pas tout. Madoff a aussi convaincu des institutions bancaires, et non des moindres. HSBC, BNP, Société Générale, la liste est longue. Les victimes de l'escroc ont-elles été punies d'un excès d'orgueil, alors que plusieurs alertes sur le fonctionnement de Madoff avaient été formulées auparavant? N'est-ce pas toujours une constante que l'arnaque guette lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai? Quoi qu'il en soit, le mode opératoire et la personnalité particulière de l'ancien gourou de Wall Street en font un sujet psychologique qui continue d'intriguer les spécialistes. Il faut dire qu'au-delà de ses talents de manipulation, Madoff a su exploiter une faille, celle d'un gouvernement défaillant dont l'organe de contrôle n'a pas pu mettre au jour l'immense arnaque. Malgré les alertes, malgré les doutes, ceux chargés de contrôler les actions de Madoff lui ont apporté son soutien. Plusieurs fois. L'occasion de l'arrêter s'est présentée à plusieurs reprises, mais ces fameuses instances ne sont jamais allées au bout. Plus par incompétence, hélas, que par complicité. Ça semble totalement délirant, et pourtant, tout ceci est bien réel. Longtemps après les faits, les victimes de Madoff ont pu récupérer une partie de leurs pertes. Le tout grâce à un fonds à destination des lésés, lancé par le gouvernement américain. 40 930 victimes dans 127 pays ont pu toucher la somme globale de 4,3 milliards de dollars. Madoff a su tisser sa toile au cœur d'un milieu d'ordinaire ultra fermé, qui n'ouvre pas ses portes aux personnes issues de la classe populaire. Ce tour de force, il y sera parvenu en brisant des vies par milliers, non sans s'enrichir personnellement, à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Sa pyramide de Ponzi s'est effondrée et l'arnaqueur, emprisonné après sa condamnation, est mort derrière les barreaux en 2021, à l'âge de 82 ans.
il aura survécu à ses fils. Mark, qui dirigeait le cabinet de trading lors des dernières années, s'est suicidé en 2010. Son frère cadet, Andrew, est mort des suites d'un lymphome en 2014. Les révélations de leur père les ont-elles poussés indirectement dans la tombe? Peut-être bien. Il faut dire que le rôle de la famille de l'escroc a peut-être été plus nébuleux qu'il n'y paraît. Malgré les déclarations officielles de la femme et des fils de Madoff, certains enquêteurs et journalistes, tout comme les fonds d'aide aux victimes, ont été tentés de croire que les proches du criminel furent ses complices et qu'ils étaient au courant des activités frauduleuses du patriarche. D'ailleurs, les actifs de ses proches ont été saisis en mars 2009. Comprenez bien, Andrew et Mark Madoff ont fait des études d'économie et ont travaillé à Wall Street toute leur carrière. Ils savaient ce que pouvait être un rendement normal pour un fonds d'investissement, et donc que celui proposé par leur père semblait trop beau pour être vrai. Sur un de leurs comptes ouverts chez lui, sur lequel ils n'ont pas mis d'argent ou presque, ils ont récupéré chacun 14 millions de dollars d'intérêt. Étonnant, non? Le frère de Madoff, lui, a été condamné à 10 ans de prison en 2012 pour complicité. Hormis Bernie, il est le seul membre du clan épinglé par la justice. Bernard Madoff, c'est indéniable, est l'incarnation des monstres en col blanc. Plus discret que les croque-mitaines qui se cachent sous le lit de nos enfants, ils n'en sont pas moins redoutables. Dans son cas, le mania de Wall Street aura plongé des milliers de destinées dans la noirceur la plus totale, tout comme les monstruosités de nos imaginations. Bernie aura longtemps été insaisissable. C'est certainement cela le plus dingue. Ce n'est pas une enquête financière minutieuse qui l'a fait tomber, mais bien une confession, celle faite à ses fils, la veille de son interpellation. Voilà pour ce récit, que j'ai le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.